En 1984, une jeune fille et son père, originaires de Nice dans les Alpes-Maritimes, ont disparu au cours d'un week-end, laissant la mère à la maison avec un chagrin inimaginable et des questions sans réponse pendant plus d'une décennie. Mais 16 ans plus tard, le propriétaire d'une casse trouve quelque chose de choquant parmi les voitures mises au rebut. Une découverte obsédante qui va tout changer. Le soleil d'automne filtrait à travers les fenêtres du salon de Margot Dubois à Nice, dans les Alpes-Maritimes, projetant de longues ombres sur le parquet. Margot est assise tranquillement sur son canapé à motifs floraux, la télécommande de la télévision serrée dans sa main. Sa mère, Denise, est perchée à côté d'elle, le visage empreint de la même impatience et de la même crainte qui sont devenus un rituel chaque année à cette date. C'est presque l'heure, chuchote Margot, sa voix à peine audible alors qu'elle augmente le volume de la télévision. Le programme d'information locale s'afficha à l'écran et Margot se pencha en avant, ses yeux ne quittant pas le plateau. Depuis 16 ans, elle payait les stations d'information locales pour qu'elles diffusent un avis de disparition ce jour-là, anniversaire de la séparation de sa famille. Lorsque la publicité commence, Margot a le souffle coupé. L'écran affiche une photo de famille. Un bel homme à la moustache épaisse et aux yeux chaleureux se tient fièrement à côté d'une petite fille au sourire éclatant. À côté de la photo, on aperçoit une Cadillac rouge rutilante. Il y a 16 ans aujourd'hui, Jean Dubois et sa fille Lucie, âgée de 8 ans, disparaissaient lors d'un week-end en voiture. La voix du présentateur a déclaré ils ont été vus pour la dernière fois au volant d'une Cadillac DeVille rouge de 1969, immatriculée THB 143. Si vous avez des informations sur le lieu où il se trouve, veuillez contacter la police nationale de Nice. Margot éteint la télévision, incapable de supporter le poids du silence qui suit. Elle jette un coup d'œil à sa mère, notant l'expression sinistre qui s'est installée sur son visage buriné. Je vais monter me rafraîchir, dit Denise en serrant la main de Margot avant de se lever lentement du canapé. Margot acquiesça et regarda sa mère disparaître dans l'escalier. Laissée seule avec ses pensées, Margot se dirigea vers l'étagère qui bordait le mur du fond du salon. Ses doigts parcoururent le dos de plusieurs livres avant de s'arrêter sur un album photo usé, relié en cuir. Elle le descendit et retourna vers le canapé, l'ouvrant avec le soin que l'on accorde à un texte sacré. Page après page, elle découvrit des moments figés dans le temps. Jean se tenant fièrement à côté de la Cadillac qu'il avait eu tant de mal à s'offrir. Lucie le jour de sa rentrée scolaire. Tous les trois sur la promenade des Anglais, le visage illuminé par la joie. Margot trace le contour du visage de sa fille d'un doigt tremblant. Où es-tu murmure-t-elle à la photo, comme elle l'a déjà fait d'innombrables fois. La sonnerie stridente du téléphone rompit le silence, faisant sursauter Margot. Elle referme l'album et le met de côté avant de traverser la cuisine pour répondre. Bonjour, dit-elle, la voix un peu essoufflée. Madame Dubois, c'est l'agent Lemaire de la police nationale de Nice, lui répondit-on. Je vous appelle parce que nous venons de recevoir un rapport faisant état de la découverte de preuves potentielles dans une casse à Grasse. Nous pensons que cela pourrait être lié à l'affaire de votre mari et de votre fille. La main libre de Margot s'agrippa au comptoir pour se soutenir. Quel genre de preuves? Nous préférons ne pas discuter des détails au téléphone, madame. Seriez-vous disponible pour venir identifier ce qui a été trouvé? Une voiture de patrouille peut venir vous chercher dans une dizaine de minutes. Oui, répondit immédiatement Margot, le cœur battant. Oui, je serai prête. Elle raccrocha le téléphone et se précipita en bas des escaliers. Maman, appela-t-elle. La police vient d'appeler. Ils ont trouvé quelque chose dans une casse à Grasse. Ils pensent que c'est peut-être lié à Jean et Lucie. Denise apparut en haut de l'escalier, le visage pâle. Qu'ont-ils trouvé? Ils n'ont pas voulu dire, mais ils envoient une voiture nous chercher dans 10 minutes. Denise descendit rapidement l'escalier, sa lassitude oubliée. Je viens avec vous. Elles attendirent dans un silence tendu l'arrivée de la voiture de patrouille. L'officier au volant se présenta comme l'officier Martin, mais n'offrit que peu de conversation pendant l'heure de route vers le sud, jusqu'à Grasse. Margot regarda le paysage familier de la Côte d'Azur défiler dans le flou, ses pensées se bousculant avec les possibilités qui s'offraient à elle. À côté d'elle,
Denise tenait fermement son sac à main sur ses genoux, les jointures blanches. Lorsqu'elles arrivent enfin à la casse automobile, Durand, Margot a l'estomac noué à la vue des véhicules de police et du ruban jaune de scène de crime qui délimite une partie de la casse. L'agent Martin les conduisit à travers le labyrinthe de véhicules hors d'usage vers un groupe de personnes rassemblées autour de quelque chose que Margot ne pouvait pas encore voir. Inspecteur Bernard, dit l'agent Martin en s'approchant. Madame Dubois et sa mère sont ici. Un grand homme en civil se tourna vers elle pour les accueillir, l'expression soigneusement neutre. Madame Dubois, Madame Leclerc, je suis l'inspecteur Bernard. Merci d'être venu si vite. Qu'avez-vous trouvé demanda Margot, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. L'inspecteur Bernard s'écarta, révélant ce que le groupe avait entouré. Les jambes de Margot se dérobèrent presque sous elle, et une Cadillac Deville rouge était là, écrasée au point d'être méconnaissable, mais toujours reconnaissable. La peinture autrefois étincelante était maintenant terne et rouillée par endroits. Mais il n'y avait aucun doute dans l'esprit de Margot. C'était la voiture de Jean, celle qu'il avait économisée pendant des années pour l'acheter, celle qu'il avait entretenue avec amour, celle dans laquelle Lucie et lui étaient partis il y a 16 ans. « Oh mon Dieu !» murmura Denise à côté d'elle, serrant le bras de Margot pour la soutenir. Margot s'approche lentement du véhicule, comme en transe. La voiture avait été partiellement écrasée, sans doute par la grosse pelleteuse garée à proximité. Des policiers photographient le véhicule sous toutes ses coutures, tandis que d'autres semblent prendre des mesures et fouiller les alentours. Nous ne pouvons pas vérifier l'intérieur à cause de l'état de la voiture, explique doucement l'inspecteur Bernard. Mais nous avons besoin d'une confirmation. Est-ce la voiture de votre mari, Madame Dubois? Margot a fait le tour du véhicule, ses yeux scrutant chaque détail. Finalement, elle s'arrête sur ce qui reste de la roue arrière droite. Elle montre une petite bosse dans l'enjoliveur chromé. Jean a heurté un trottoir la semaine précédant leur disparition, dit-elle d'une voix distante. Nous allions la faire réparer, mais sa voix s'est éteinte. Elle lève les yeux vers l'inspecteur Bernard, les yeux remplis de larmes. Elle refuse de les verser. Oui, c'est leur voiture. L'inspecteur Bernard acquiesce solennellement, puis désigne d'un geste un homme qui se tient nerveusement au bord de la scène de crime. Ah, c'est Antoine Dubois, le propriétaire de la casse. C'est lui qui nous a appelés. Antoine s'avance, s'essuie les mains sur un chiffon avant d'entendre un « à Margot ». Je suis vraiment désolé, madame. Je n'avais aucune idée de l'histoire de cette voiture. Je vous jure qu'elle devait être broyée ce matin, et j'étais dans mon bureau quand j'ai vu la rubrique des personnes disparues à la télévision. J'ai immédiatement reconnu la voiture et j'ai appelé la police. « Comment est-elle arrivée ici ?» demande Margot, ignorant sa main tendue. « Qui l'a apportée ?» Antoine se déplaça mal à l'aise. « Justement, madame, je n'ai aucune trace de son arrivée. Il n'est pas du tout dans notre système. »« C'est suspect, » dit Denise d'un ton sec. L'inspecteur Bernard leva la main. « C'est monsieur Dubois qui nous a alertés de la présence de la voiture, Madame Leclerc. Nous n'avons aucune raison de croire qu'il est impliqué dans son apparition ici. J'ai moi-même essayé de comprendre comment elle était arrivée ici, insiste Antoine. Nous avons des protocoles stricts pour l'acceptation des véhicules, des documents, des pièces d'identité, etc. » Pendant qu'il parlait, une femme vêtue d'une salopette graisseuse s'approcha du groupe. « J'ai vu Rémi la porter, dit-elle. Tous les regards se tournent vers elle. « Rémi ?» demande l'inspecteur Bernard. « Rémi Charpentier ?» explique Antoine. « C'est mon associé, il s'occupe de la partie technique. C'est le technicien en chef ici. » L'inspecteur Bernard sort immédiatement son téléphone. Il faut qu'on lui parle. Pouvez-vous l'appeler? Antoine acquiesce, sort son propre téléphone et compose un numéro. Au bout de quelques instants, il secoue la tête. Il n'y a pas de réponse. Il me faut l'adresse de son domicile, dit fermement l'inspecteur Bernard. Bien sûr, répondit Antoine en sortant un petit carnet de sa poche et en notant une adresse. Il habite dans le sud de Nice. Voici ses coordonnées. L'inspecteur Bernard prend le papier et se tourne vers l'un de ses officiers. Je veux qu'une unité soit envoyée immédiatement à cette adresse. Qu'ils amènent M. Charpentier pour l'interroger. Il se tourne à nouveau vers Antoine. Y a-t-il d'autres objets appartenant à M. Charpentier sur les lieux qui pourraient être utiles à notre enquête? Antoine dit,
Il y a un bureau dans son bureau, mais il est fermé à clé et seul Rémi est présent. Mais il est fermé et seul Rémi en a la clé. Nous aurons besoin d'un mandat pour le fouiller correctement, dit l'inspecteur Bernard en se tournant vers un autre officier. Mettez-le en route. Margot a assisté en silence à cet échange, ses yeux ne quittant pas la Cadillac écrasée. 16 ans de questionnement, d'espoir contre tout espoir. Et maintenant, ceci. La voiture qui avait emporté son mari et sa fille loin d'elle pour la dernière fois était là, écrasée au point d'être méconnaissable, mais aucun signe de Jean ou de Lucie. Fouillons la zone. L'inspecteur Bernard donne ses instructions à son équipe. Madame Dubois, Madame Leclerc, si vous vous en sentez capable, votre aide pour identifier d'éventuels objets personnels serait précieuse. Margot acquiesce en silence. Et Denise et elle suivent les officiers qui commencent à fouiller méthodiquement la casse. Des heures s'écoulent à examiner les piles de ferraille et d'objets mis au rebut, mais rien ne permet d'établir un lien avec Jean ou Lucie. Finalement, ils se retrouvent devant le bureau fermé de Rémi Charpentier, attendant l'homme lui-même ou le mandat qui leur permettrait de le fouiller. Margot s'est appuyée contre le mur. L'épuisement se lit sur toutes les lignes de son visage. Denise se tenait à côté d'elle, un bras enroulé autour des épaules de sa fille, les deux femmes silencieuses et plongées dans leurs pensées, tandis que le soleil de l'après-midi montait dans le ciel. Le soleil atteignait son apogée lorsque deux voitures de police s'arrêtèrent dans la casse. Margot et Denise se redressèrent en voyant un troisième véhicule, une camionnette bleu foncé, qui suivait. La camionnette se gara un peu plus loin et un homme d'une vingtaine d'années en sortit. Il avait les cheveux bruns courts et portait un vêtement de travail avec le logo de la casse sur la poche de poitrine. L'inspecteur Bernard s'est immédiatement approché de lui. Monsieur Charpentier, l'homme a un air confus sur le visage. Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce qui se passe? L'officier m'a dit que vous deviez me parler de toute urgence. Je suis l'inspecteur Bernard, dit le détective en lui tendant la main. Nous enquêtons sur l'apparition d'une Cadillac rouge dans votre casse, une Cadillac qui serait liée à une disparition vieille de 16 ans. Les yeux de Rémi s'écarquillent légèrement, la voiture qui a été écrasée ce matin. Il paraît qu'Antoine vous a appelé à ce sujet. L'inspecteur Bernard fait un signe de tête vers Margot et Denise. Voici Margot Dubois et sa mère, Denise Leclerc. La Cadillac appartenait au mari de Madame Dubois, disparue avec leur fille il y a 16 ans. Rémi s'approche des femmes, l'air sombre comme il se doit. Je suis désolé, Rémi Charpentier. Il tend la main que Margot prend après un moment d'hésitation. La voiture n'était pas correctement enregistrée dans votre système, poursuit l'inspecteur Bernard. L'une de vos collègues dit vous avoir vu la porter. Nous aimerions savoir comment elle est entrée en votre possession. Rémi se passa une main dans les cheveux en soupirant. Oui, c'était une situation bizarre. Il y a une semaine environ, un homme d'un certain âge l'a apportée en l'absence d'Antoine, en disant qu'il n'en avait plus l'utilité et qu'il voulait la faire détruire. Il a dit qu'il n'avait plus besoin de la voiture et qu'il voulait qu'elle soit détruite, demande l'inspecteur Bernard. Rémi secoue la tête. Non, et c'est ce qui est étrange. Il a payé en liquide, une bonne somme d'ailleurs. Mais quand j'ai essayé d'obtenir ses coordonnées pour nos dossiers, il s'est enfui. Il a littéralement laissé les clés sur le contact et s'est éloigné. Je l'ai appelé, j'ai essayé de le poursuivre, mais il était parti. Pouvez-vous décrire cet homme? L'inspecteur Bernard insiste. Rémi fronce les sourcils, concentré. Il est grand, peut-être 1,80 m, mince, les cheveux gris, bien qu'il semble qu'ils aient été foncés auparavant. Il portait des lunettes, un pantalon kaki et une chemise à boutons. Il parlait très doucement, il était presque difficile de l'entendre. La respiration de Margot s'est arrêtée. « On dirait Jean », murmura-t-elle à Denise, le visage pâle. « Quoi ?» Denise a parlé trop fort. « Mais c'est impossible. » L'inspecteur Bernard se tourne vers elle. « Madame Dubois, vous dites que cette description correspond à votre mari ?» Margot acquiesce lentement, les mains tremblantes. C'est peut-être la taille, la corpulence, la moustache. Jean portait toujours des pantalons à boutons, même le week-end. L'inspecteur Bernard se retourne vers Rémi. « Quel est l'âge de cet homme ?» ?»« Difficile à dire, » répondit Rémi. « Peut-être la cinquantaine, mais il aurait pu être plus jeune. Il avait l'air fatigué, usé par le temps.
Denise secoue vigoureusement la tête. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Jean se débarrasserait-il de la Cadillac? Il adorait cette voiture. Il a travaillé si dur pour l'avoir. Et pourquoi maintenant? Ajoute Margot, la voix plus forte. Après 16 ans. Et où est Lucie? L'inspecteur Bernard lève une main apaisante. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Il faut approfondir l'enquête. Il se retourne vers Rémy. Nous aimerions fouiller votre bureau, monsieur Charpentier. Un de vos collaborateurs nous a dit que vous le gardiez fermé à clé. Rémy acquiesce. Oui, bien sûr, il n'y a rien à cacher. C'est juste que nous y gardons des outils de valeur et des catalogues de pièces détachées. Suivez-moi. Alors qu'ils se dirigeaient vers le petit bâtiment qui abritait les bureaux de la casse, Margot et Denise échangèrent un regard inquiet. Tu penses vraiment que ça aurait pu être Jean? Chuchota Denise. Margot secoua la tête. Je ne sais pas. On dirait que c'est lui. Mais pourquoi aurait-il abandonné la voiture après tout ce temps? Et où était-il? Où est Lucie? Je ne crois pas que Jean ferait cela. Peut-être que cet homme essaie de nous embrouiller, suggéra Denise, la voix basse. Lorsqu'ils atteignirent l'immeuble de bureau, Rémy les conduisit jusqu'à une porte située au bout d'un court couloir. Il sortit un trousseau de clés et la déverrouilla, s'écartant pour laisser l'inspecteur Bernard entrer en premier. Veuillez attendre ici, dit l'inspecteur Bernard à Margot et Denise. Nous vous ferons savoir si nous trouvons quelque chose d'intéressant. Alors que les policiers entrent dans le bureau, Denise se serre soudain la poitrine, sa respiration devenant difficile. Maman, dit Margot, alarmée. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon asthme! Denise halète en fouillant dans son sac à main. Je crois que le stress a eu raison de mon inhalateur. Margot l'aide à s'asseoir sur un banc. Elle trouva l'inhalateur au fond du sac de Denise et Denise, dès sa mère, observant avec anxiété la respiration de Denise se stabiliser peu à peu. Je vais bien, insista Denise après quelques minutes, même si son visage restait pâle. Je suis juste accablé. Je suis désolé pour le dérangement. Voulez-vous que nous appelions une ambulance? Ah, l'inspecteur Bernard s'était précipité à ses côtés. Denise secoue fermement la tête. Non, non, ça va aller. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Pendant que Margot s'occupe de sa mère, la fouille du bureau de Rémy se poursuit. De temps en temps, un agent émergeait avec un objet à montrer à Margot et Denise, mais à chaque fois, Margot secouait la tête. Aucun de ces objets n'appartient à Jean ou à Lucie. Au bout de près d'une heure, l'inspecteur Bernard sort du bureau pour la dernière fois. Nous avons terminé nos recherches, dit-il à Margot et Denise. Malheureusement, nous n'avons rien trouvé qui soit directement lié à votre mari ou à votre fille. Les épaules de Margot s'affaissent de déception. Nous ne sommes donc pas prêts de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons fait des progrès, lui assura l'inspecteur Bernard. La découverte de la Cadillac est importante. Maintenant, il faut savoir qui l'a amenée ici et pourquoi. Il se tourne vers Rémy. Monsieur Charpentier, nous aimerions que vous veniez au poste pour faire une déclaration officielle. Rémy acquiesce. Bien sûr, tout ce que je peux faire pour aider. Madame Dubois, Madame Leclerc, nous vous serions reconnaissants de venir également, poursuivit l'inspecteur Bernard. Nous aimerions revoir avec vous les détails de l'affaire à la lumière de ces nouveaux éléments. Nous viendrons avec vous, dit fermement Margot. Je conduirai ma propre voiture, proposa Rémy. De toute façon, je retourne à Nice. L'inspecteur Bernard réfléchit un instant, puis acquiesça. C'est parfait. Nous vous attendons dans l'heure. Alors qu'il retournait vers la voiture de police, Margot soutint sa mère, qui était encore légèrement instable sur ses pieds. Tu es sûre d'être prête pour ça? Demanda Margot à voix basse. Denise serre le bras de sa fille. Je ne manquerai ça pour rien au monde. S'il y a une chance de découvrir ce qui est arrivé à Jean et Lucie, il faut que je sois là. Elle monte sur la banquette arrière de la voiture de patrouille et regarde Rémy monter dans sa camionnette. Alors que le petit convoi sort de la casse, le soleil brille dans le ciel clair de l'après-midi, projetant des ombres nettes sur la Cadillac rouge écrasée. Les lumières fluorescentes de la police nationale de Nice projettent des ombres dures sur les visages de toutes les personnes assises dans la petite salle de conférence. Margot et Denise sont assises d'un côté de la table. L'inspecteur Bernard et un autre officier se trouvent en face d'elle, tandis que Rémy Charpentier a fait sa déposition dans une pièce séparée. Reprenons la chronologie.
dit l'inspecteur Bernard en ouvrant un épais dossier. Parfois, un regard neuf sur de vieux détails peut révéler quelque chose qui nous a échappé. Margot acquiesce, les mains serrées sur la table. Jean et Lucie sont partis un samedi matin, le 12 octobre 1984. Jean avait son cabinet dentaire à Nice. Il était très respecté, il l'avait construit à partir de rien. Il avait un style particulier, la moustache, les cravates colorées, ses patients l'adoraient. Et Lucie lui dit gentiment l'inspecteur Bernard. Un petit sourire effleura les lèvres de Margot. Elle avait 8 ans. Elle était si brillante, si pleine d'énergie. Elle adorait son père, le suivait partout quand elle n'était pas à l'école. « Vous n'avez pas fait le voyage avec eux ?» demanda le second officier en prenant des notes. Margot secoue la tête. Maman avait besoin d'aide ce week-end-là. Elle déménageait des meubles, réaménageait sa maison après le décès de papa. Ce n'était censé être qu'une nuit. Un voyage rapide à Vence. Jean voulait montrer à Lucie le feuillage d'automne dans l'arrière-pays niçois et peut-être visiter les gorges du Loup. Il devait être de retour le dimanche soir. « Quand vous êtes-vous rendu compte que quelque chose n'allait pas ?» demanda l'inspecteur Bernard, qui connaissait certainement la réponse grâce au dossier qu'il avait sous les yeux. « Dimanche soir, répondit Margot, la voix de plus en plus lointaine. Jean avait promis d'appeler lorsqu'il quitterait Vence. Comme je n'avais pas de nouvelles de lui à l'heure du dîner, j'ai essayé le motel. On m'a dit que Jean et Lucie étaient partis le matin même. J'ai appelé ses amis, sa famille. Personne n'avait de nouvelles. Le lundi matin, je suis allé à la police. Denise a serré la main de sa fille. Depuis, nous n'avons pas cessé de chercher. L'inspecteur Bernard acquiesce solennellement. À l'époque, l'enquête est approfondie. Les agents ont vérifié les images de surveillance des stations-service et des magasins situés le long de leur itinéraire. Ils ont interrogé le personnel du motel et des restaurants de la région. Les cartes de crédit et les comptes bancaires de Jean n'ont plus jamais été utilisés. Hatziger. Son cabinet dentaire est resté intact. La technologie de l'époque n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, a ajouté le second policier. Il n'y avait pas de téléphone portable à suivre, ni de caméra. Nous faisions ce que nous pouvions. Et maintenant, 16 ans plus tard, sa voiture se retrouve dans une casse, dit Margot, la voix serrée par l'émotion, ramenée par un homme qui correspond à la description de Jean. Un silence pesant s'installe dans la salle. L'inspecteur Bernard referma le dossier et se pencha en avant, l'air grave. « Madame Dubois, je dois vous demander s'il est possible que votre mari soit parti volontairement. » Margot se raidit. « Numéro absolument pas. Nous avons fait un bon mariage. Il adorait Lucie. Son cabinet était florissant. Il n'y avait aucune raison pour qu'il parte. Les gens ont parfois des secrets, dit doucement l'inspecteur Bernard, des vies qu'ils cachent même à leurs proches. Pas Jean, insista Margot. Et même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, il ne m'aurait jamais enlevé Lucie. Jamais. La porte de la salle de réunion s'ouvrit et une femme officier entra. La déposition de Rémi Charpentier a été traitée, informa-t-elle l'inspecteur Bernard. Il attend dans le hall. L'inspecteur Bernard acquiesça. Je vous remercie. Il se retourne vers Margot et Denise. Nous allons poursuivre l'enquête sur cette nouvelle piste. La voiture sera examinée minutieusement et nous essaierons de retracer ses déplacements au cours des 16 dernières années. En attendant, je vous conseille de rentrer chez vous et de vous reposer. La journée a été longue. Margot jeta un coup d'œil à sa montre, surprise de voir qu'il était plus de 14 heures. « Un agent peut vous conduire », proposa l'inspecteur Bernard en se levant. Ils se dirigèrent vers le hall du commissariat où Rémi était assis sur une chaise en plastique et consultait son téléphone. Il se leva lorsqu'il les vit approcher. « Tout est fini ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Margot. « Merci pour votre coopération. » L'inspecteur Bernard acquiesce. « Pour aujourd'hui, nous vous contacterons si nous avons d'autres questions, monsieur Charpentier. » Rémi jette un coup d'œil à Margot et à Denise. « Je peux vous raccompagner, j'habite dans la région de Simiez. » L'inspecteur Bernard prit un air dubitatif. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Charpentier. Nous pouvons nous arranger. » Mais avant que l'inspecteur n'ait pu terminer, un officier sans formation s'approcha de l'inspecteur Bernard avec un message urgent, l'éloignant du groupe. En son absence, Margot évalue la situation.
Sa mère était épuisée et elle risquait d'attendre plus longtemps une escorte policière ou un taxi. Nous apprécierons la balade, décida Margot, ignorant le malaise qui lui tenaillait l'estomac. Rémi avait pleinement coopéré avec la police et il savait où il travaillait. Il n'y avait aucune raison rationnelle de refuser. Je le ferai savoir à l'inspecteur Bernard, ajouta-t-elle en s'éloignant pour parler à l'inspecteur qui était toujours en train de discuter avec le policier. Vous êtes sûr de vous chuchota Denise lorsque Margot revint. La police a ses informations. Il n'y a pas de problème. L'inspecteur Bernard est revenu, l'air réticent mais résigné, lorsque Margot l'a informé de leur décision. J'ai sa plaque d'immatriculation et ses coordonnées. Il les rassure. Appelez immédiatement s'il y a un problème. La camionnette de Rémi était vieille mais bien entretenue. Il ouvrit la porte passager à Denise, l'aida à monter dans la cabine, puis attendit que Margot s'installe sur le siège du milieu. Où êtes-vous à Cimier demanda Rémi en sortant du parking du commissariat. Rue de France, près de l'avenue Cyril Bessette, répondit Margot en gardant un ton neutre. Rémi acquiesce. Je suis sur l'avenue Jean Médecin, pas loin de là. C'est drôle, on ne s'est jamais croisés. Mais merci encore de m'avoir raccompagné, dit Margot. L'après-midi à Nice fut relativement calme aujourd'hui, alors qu'il se dirigeait vers le nord. Rémi maintient une conversation décontractée, posant des questions sur le quartier, commentant les changements survenus dans la ville au fil des ans. Soudain, Denise sursaute et commence à fouiller ses poches et son sac à main. Qu'est-ce qui ne va pas, maman demande Margot, alarmée. Mon inhalateur dit Denise, la voix serrée par l'inquiétude. Je crois que je l'ai laissé au bureau de la casse quand j'ai eu cette crise tout à l'heure. Tu te sens bien demanda Margot, inquiète. Je vais bien maintenant, lui assura Denise. Mais j'ai besoin de cet inhalateur. C'est celui qui m'a été prescrit et je ne l'ai eu que la semaine dernière. C'était cher. Rémi leur jette un coup d'œil. Moi aussi, j'ai de l'asthme. Si tu as besoin d'un inhalateur, j'en ai un de rechange chez moi. On pourrait passer en prendre. Margot secoua la tête. C'est très gentil, mais on pourrait peut-être s'arrêter dans une pharmacie. Il doit bien y en avoir une quelque part. C'est un inhalateur prescrit, insista Denise. Je ne veux pas gaspiller de l'argent pour en acheter un autre alors que le mien est probablement posé sur un bureau à la casse. On n'a qu'à retourner le chercher. Maintenant, demanda Margot, surprise. Mais la casse est à 1 heure d'ici. Ça ne me dérange pas de vous raccompagner, proposa Rémi. Ce n'est pas un problème. On ne peut pas te demander ça, protesta Margot. On peut prendre un taxi. Denise secoua fermement la tête. Ce serait trop cher, Margot. Monsieur Charpentier se propose de nous aider. Appelez-moi Rémi, s'il vous plaît, dit-il. Et sérieusement, ça ne me dérange pas. Cette casse est pratiquement ma deuxième maison. Nous pouvons y aller et revenir en quelques heures. Margot regarde le visage déterminé de sa mère et soupire. Si tu es sûre, maman? Je le suis, dit Denise. Je ne veux pas gaspiller un inhalateur en parfait état. C'est réglé alors, dit Rémi en faisant signe de faire demi-tour au prochain carrefour. Retour à Grasse. L'horloge du tableau de bord indique 15h05 lorsque la camionnette de Rémi s'arrête dans la case de Durand's Autos Salvage. La police a fini de s'occuper de la scène, mais la Cadillac écrasée est toujours entourée de rubans jaunes. Seuls quelques employés travaillent encore, déplaçant des pièces et organisant la ferraille au loin. Ils descendent tous les trois du camion et se dirigent vers le bureau principal. Antoine Dubois est derrière le comptoir, l'air surpris de les revoir. Rémi, Madame Dubois, je croyais que vous étiez tous partis avec la police depuis des heures. C'est le cas, explique Rémi, mais Madame Leclerc croyait avoir oublié son inhalateur ici lors de sa crise d'asthme de tout à l'heure. Le visage d'Antoine s'adoucit de compréhension. Oh, je comprends. Oui, en fait, je l'ai trouvé après le départ de tout le monde. Je l'ai mis en sécurité dans le bureau de Rémi, pensant qu'il saurait comment vous le rendre. C'est très gentil, dit Denise. Cela vous dérange si je vais le chercher maintenant? C'est celui qui m'a été prescrit et je n'aimerais pas avoir à le remplacer. Bien sûr, répond Antoine. Rémi, tu as la clé. Rémi acquiesce et sort son trousseau de clés de sa poche. Margot et Denise se dirigent dans le couloir vers le bureau de Rémi. Ce dernier leur dit qu'il allait entrer pour prendre les médicaments. Margot s'enfonça dans l'une des chaises en plastique usé,
la fatigue des événements de la journée se lisant clairement sur son visage. Denise, elle, fait les 100 pas dans l'embrasure de la porte. Lorsque Rémi ouvre la porte et disparaît à l'intérieur, Denise fronce les sourcils, plissant les yeux avec méfiance, et comme si quelque chose avait attiré son attention. Comment tu tiens le coup, maman? Demanda Margot en prenant place à côté d'elle. Je vais bien, lui assura Denise, juste un peu dépassée par les événements. Elles restèrent assises en silence pendant un moment, le seul bruit étant le lointain cliquetis de métal provenant de la casse. Quelques minutes passèrent et Margot commença à s'impatienter. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Ce n'est qu'un inhalateur. Denise se déplaça sur son siège, puis se redressa brusquement, les yeux écarquillés. Margot, murmure-t-elle avec insistance. Lorsque Rémi ouvre la porte pour sortir, regardez l'étagère supérieure de l'armoire vitrée en face de la porte. Quoi? Pourquoi? Margot demande, troublée par l'intensité soudaine de sa mère. J'ai juste jeté un coup d'œil quand il est entré, explique précipitamment Denise. Je crois avoir vu un sac à main bleu là-haut, entre des livres, on dirait celui de Lucie. Le cœur de Margot s'emballe. C'est impossible, maman. Le sac de Lucie était avec elle quand elle a disparu. Regarde, insiste Denise, c'est exactement la même teinte que le sac de Lucie. C'est exactement la même nuance de bleu. Avant que Margot ne puisse répondre, des bruits de pas annoncent le retour de Rémi. Lorsque la porte du bureau s'ouvrit, les deux femmes regardèrent instinctivement à l'intérieur du bureau. Par l'embrasure de la porte, Margot aperçoit une armoire vitrée contre le mur du fond. Et là, sur l'étagère du haut, niché entre plusieurs manuels techniques, se trouvait un petit sac à main bleu, exactement de la même couleur que celui que Lucie emportait partout avec elle. Rémi est sorti, tenant l'inhalateur de Denise. Je l'ai trouvé sur mon bureau, dit-il en le lui tendant. Margot ne peut détacher son regard du bleu visible à travers la porte qui se referme. Rémi, dit-elle d'une voix étonnamment stable, ce sac bleu dans ton bureau? Rémi se retourna et suivit le regard de Margot vers son bureau. Oh, ce vieux truc? Il avait l'air décontracté, mais Margot remarqua un léger raidissement dans sa posture. Il ressemble exactement à celui de ma fille, dit Margot. Celui qu'elle avait sur elle quand elle a disparu. Rémi hésite un instant. Ah bon? Quelle coïncidence! Cela vous dérange si je regarde de plus près? Demande Margot, qui se lève déjà de sa chaise. Rémi sembla réfléchir un instant, puis haussa les épaules. Bien sûr, je suppose. Il n'y a rien de spécial. C'est juste un vieux sac qui appartenait à ma fille. Je ne savais pas que vous aviez une fille, commente Antoine derrière le comptoir. Rémi lui jette un regard rapide. Elle n'est plus avec nous. Elle vit avec sa mère à Toulouse. Margot et Denise suivent Rémi dans son bureau. Il déverrouille à nouveau la porte et se dirige directement vers l'armoire, tendant la main pour récupérer le sac à main bleu sur l'étagère. Le voilà, dit-il en le tendant à Margot. Ma fille n'était pas une fille très féminine, mais elle a reçu ce sac pour son anniversaire une année à l'école. Elle ne l'a jamais vraiment aimé ni voulu l'utiliser, alors je l'ai gardé ici. Margot prit le sac d'une main tremblante. Il était exactement de la même taille et du même style que celui qu'elle avait acheté pour Lucie en 1984. Un petit sac à main rectangulaire avec une bordure blanche et un simple fermoir. Lucie avait économisé son argent de poche pendant des semaines pour l'acheter, insistant sur le fait qu'il était assez grand pour qu'elle le porte partout. On dirait une pièce d'époque, dit Margot avec précaution, en retournant le sac dans ses mains. En quelle année votre fille l'a-t-elle reçu? Rémi se déplace d'un pied sur l'autre. Oh, je ne me souviens pas exactement, il y a quelques années. Il est identique à un sac qui était populaire au début des années 80, remarque Denise en observant attentivement le visage de Rémi. Je suis surprise qu'ils en fassent encore dans ce style. Oui, vous savez comment la mode revient par cycle, dit Rémi avec un geste dédaigneux de la main. Le vintage est de nouveau à la mode, je suppose. Margot ouvre le sac, mais il est vide. Elle examine attentivement l'intérieur, passant ses doigts le long de la doublure. Il est en très bon état pour un sac d'enfant. Comme je l'ai dit, elle l'a à peine utilisé, répondit Rémi. Vous pouvez le garder si vous voulez. Moi, je l'ai juste gardé là, à prendre la poussière. Margot relève la tête. Tu donnerais le cadeau d'anniversaire de ta fille.
Rémi haussa les épaules. Ce n'est pas comme s'il lui manquait. Et puis, s'il vous réconforte, s'il vous rappelle votre fille, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est très généreux, dit lentement Margot. Vous en êtes sûr? Absolument, dit Rémi, l'expression indéchiffrable. Les policiers n'ont pas vu ça quand ils ont fouillé votre bureau tout à l'heure? Demanda soudain Denise. Rémi acquiesça. Oui, ils ont tout regardé. Je leur ai dit que c'était mes filles et ils sont passés à autre chose. C'est juste un objet personnel, rien de suspect. Denise prit le sac des mains de Margot et le retourna pour l'examiner de plus près. À l'intérieur, elle trouva une petite étiquette en ruban blanc cousue dans la doublure. Elle louche dessus, puis fronce les sourcils. Il n'y a pas d'information sur le fabricant sur cette étiquette, Chester, dit-elle en la montrant à Margot. On dirait que quelque chose a été imprimé ici avant, mais que cela a été effacé d'une manière ou d'une autre. Margot se penche pour regarder. En effet, l'étiquette blanche portait de faibles traces de ce qui aurait pu être un texte, mais il était désormais impossible de le lire. C'est étrange, murmura-t-elle, puis elle leva les yeux vers Rémi. Quel genre de cadeau d'anniversaire n'a pas d'étiquette ou de marque? Je ne sais pas, dit Rémi, avec une pointe d'impatience dans la voix. C'est une amie de son école qui l'a offert. Ah, Margot passa à nouveau ses doigts sur le tissu du sac, notant sa texture et son poids familier. Il ressemblait à s'y méprendre au sac de Lucie, celui qu'elle était si fière de porter. Celui qu'elle insistait pour emporter partout, même lors du dernier voyage en voiture avec son père. Nous allons le garder, annonce soudain Denise en serrant le sac contre sa poitrine. Si tu es sûr que c'est bon. Comme je l'ai dit, il prend la poussière ici, répète Rémi en faisant un geste vers la porte. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre, je devrais probablement vous ramener tous les deux à Nice. Alors qu'ils traversaient la casse pour se rendre au camion de Rémi, Margot et Denise échangèrent un regard significatif. Aucune des deux ne parla avant qu'elle ne soit assise dans le véhicule et que Rémi ne se soit éloigné brièvement pour parler avec Antoine. C'est le sac de Lucie, chuchote Denise avec insistance. J'en suis sûr. L'étiquette a été trafiquée pour enlever la marque et l'année de production. Margot acquiesce, l'esprit en ébullition. Mais comment Rémi pouvait-il avoir le sac de Lucie? Et pourquoi se trouverait-il dans son bureau? Je ne sais pas, répondit Denise. Mais il y a quelque chose qui cloche. D'abord, la voiture de Jean se retrouve dans cette casse apportée par Rémi. Et maintenant, ce sac qui ressemble à celui de Lucie est dans son bureau. Ne tirons pas de conclusions hâtives, avertit Margot, même si ses propres soupçons grandissent. Il pourrait s'agir d'une étrange coïncidence. Tu y crois vraiment? Demanda Denise, le regard perçant. Avant que Margot ne puisse répondre, Rémi est remonté sur le siège du conducteur. Tout est prêt? Demanda-t-il joyeusement, comme si l'étrange rencontre avec le sac bleu n'avait jamais eu lieu. Oui, répond Margot en forçant un sourire. Merci encore pour votre aide aujourd'hui. Rémi démarre le moteur et sort de la casse. Alors qu'il reprenait la direction de Nice, Margot serra le sac à main bleu sur ses genoux, ses doigts en traçant les contours familiers. La journée s'est prolongée jusqu'à la fin de l'après-midi lorsque la camionnette de Rémi rejoint la circulation en direction du nord sur l'autoroute A8. Margot est assise sur le siège passager. Le sac à main bleu est serré sur ses genoux, tandis que Denise occupe la banquette arrière, l'inhalateur qu'elle vient de récupérer bien à l'abri dans son sac à main. Le silence dans la voiture est lourd de questions non formulées. L'esprit de Margot s'emballe pour des possibilités toutes plus troublantes les unes que les autres. Comment Rémi a-t-il pu avoir un sac aussi identique à celui de Lucie? Et pourquoi s'est-il empressé de le donner? Je ne vous remercierai jamais assez pour votre aide aujourd'hui, dit finalement Margot, rompant le silence. C'était une sacrée journée. Rémi acquiesce, tout en gardant les yeux sur la route, heureux de pouvoir aider. Trouver cette voiture a dû être un choc pour vous deux. 16 ans de questionnement, dit doucement Margot, et retrouver la voiture de Jean comme ça. Parlez-moi d'eux, dit Rémi, la voix décontractée. Votre mari et votre fille. Comment étaient-ils? Margot hésita, étudiant le profil de Rémi. Son expression semblait sincèrement intéressée, mais quelque chose dans la question la mettait mal à l'aise. Parler de Jean et Lucie avait toujours été une façon de garder leurs souvenirs vivants.
Jean était un merveilleux dentiste, commença-t-elle. Il avait un don pour les patients, surtout les enfants. Il n'avait pas peur de lui. Il racontait des blagues idiotes et portait des cravates ridicules avec des motifs de dents. Un petit sourire se dessine sur les lèvres de Rémi. On dirait un personnage. C'est vrai, reconnut Margot. Et Lucie, elle était pleine de vie, intelligente, curieuse de tout. C'était une petite fashionista, même à 8 ans, toujours soucieuse de son apparence, de ce qu'elle portait. C'est pour ça qu'elle aimait tant ce sac bleu? Demande Rémi en faisant un signe de tête vers le sac à main posé sur les genoux de Margot. Oui, répond Margot en caressant la surface en vinyle. Elle a économisé son argent de poche pendant des semaines pour l'acheter. Il faisait partie de la collection d'accessoires de Barbie, une édition limitée. Elle l'emportait partout. Margot fouilla dans son sac à main et en sortit une photographie usée. On y voit Jean et Lucie devant la Cadillac rouge. Jean a le bras autour des épaules de sa fille. Sa moustache est bien visible au-dessus de son large sourire. Lucie rayonnait devant l'objectif, sa tenue rose se détachant sur la peinture cramoisie de la voiture. C'est eux, dit Margot en tendant la photo à Rémi. Elle a été prise environ 1 mois avant leur disparition. Rémi regarda à peine la photo avant de reporter ses yeux sur la route. Nicelle a l'air d'une famille, commente-t-il. Il lui manquait les 2 dents du haut et il inspira profondément comme s'il savourait cette pensée, cette chemise rose arc-en-ciel. Margot s'est figée, ses yeux se sont portés sur le visage de Rémi. Il avait à peine jeté un coup d'œil sur la photo, pas assez longtemps pour remarquer des détails aussi précis. Et elle n'avait pas mentionné que l'arc-en-ciel était sur la chemise de Lucie ou que c'était ses dents du haut qui manquaient. Sur la banquette arrière, Denise était devenue complètement immobile. Margot sentait les yeux de sa mère se planter derrière la tête de Rémi. Oui, dit Margot avec précaution, en remettant la photo dans son sac à main, les mains tremblantes. C'est vrai. Le reste du trajet se déroule dans un silence gênant. Margot remarque que Rémi la regarde souvent dans le rétroviseur. Mais à chaque fois qu'elle levait les yeux, il les reportait sur la route. Elle ne sait pas s'il la regarde, elle ou le sac à main bleu qu'elle tient. Lorsqu'ils atteignent enfin la maison de Margot, dans le nord de Nice, le soulagement est palpable. Rémi s'est arrêté sur le trottoir et a garé le camion. Nous voilà sains et saufs, dit-il avec un sourire qui n'a pas tout à fait ses yeux. Merci encore, dit Margot, la voix soigneusement neutre en ouvrant la porte. Pour tout. Avec plaisir, répond Rémi. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Je suis dans le livre, Rémi Charpentier. Denise était déjà sortie de la banquette arrière et attendait sur le trottoir. Margot la rejoint et toutes deux regardent Rémi s'éloigner, son camion disparaissant au coin de la rue. Sans un mot, elles s'empressèrent de remonter l'allée jusqu'à la maison. Les mains de Margot tremblent lorsqu'elle déverrouille la porte, et une fois à l'intérieur, elle s'empresse de la verrouiller derrière elle et de faire coulisser le pêne dormant. « Tu as entendu ce qu'il a dit dans la voiture ?» Denise demanda immédiatement, là, sa voix dépassant à peine un murmure malgré le fait qu'elles étaient seules, à propos des dents de Lucie et de la chemise arc-en-ciel. Margot acquiesce, s'enfonce dans la chaise la plus proche, le sac à main bleu toujours serré dans ses mains. Il n'aurait pas pu voir ces détails en jetant un coup d'œil à la photo en conduisant. Denise se pencha en avant, les yeux écarquillés. « Margot, y a-t-il une possibilité que Rémi ait connu Lucie ou Jean? Qu'il cache quelque chose. » « Maman, c'est une accusation terrible, dit Margot, même si sa voix manque de conviction. Nous n'avons aucune preuve. Peut-être qu'il avait un regard aiguisé. C'est possible. Certaines personnes ont une mémoire photographique. Elles restèrent toutes deux silencieuses. Margot fixait le sac à main, le retournant dans ses mains. Si c'était vraiment le sac de Lucie, il y aurait son nom dessus, dit-elle lentement. Tu te souviens? Ah, j'écrivais son nom au feutre indélébile sur toutes ses affaires pour qu'elles ne soient pas échangées avec ses amis. Je me souviens que Denise a acquiescé. Elle était très fâchée quand je voulais écrire son nom dans ce sac à main, poursuivit Margot, un sourire distant effleurant ses lèvres à ce souvenir. Nous avons donc décidé de coller un autocollant à l'intérieur pour l'identifier. Elle lève les yeux vers sa mère. De plus, ce style de sac était très populaire à l'époque. Je lui ai acheté le pack d'accessoires Mattel Barbie original
en édition limitée. Nous avons vu d'autres enfants de son âge avec des sacs similaires dans des couleurs différentes. Il y avait même d'autres marques qui fabriquaient des modèles similaires et les vendaient dans les grands magasins. Denise acquiesce, mais son expression reste troublée. C'est quand même beaucoup de coïncidences, tu ne trouves pas? Margot se tut, passant ses doigts le long des coutures du sac à main. Elle se souvenait du sac de Lucie et de l'étiquette blanche à l'intérieur dont l'impression avait été mystérieusement effacée. Allons dans un magasin d'antiquités, dit soudain Denise. Demandons à un expert d'examiner ce sac. S'il s'agit vraiment d'une pièce vintage des années 8, il pourra nous le dire et nous irons voir la police. Margot réfléchit un instant, puis hocha la tête d'un air décidé. Margot réfléchit un instant, puis acquiesce avec détermination. Tu as raison. Demandons l'avis d'un expert. S'il s'agit bien d'un exemplaire de la collection Mattel en édition limitée, quelqu'un qui s'y connaît en objets anciens pourra le confirmer. Elle se leva de sa chaise, le sac à main bleu toujours à la main. « Je vais chercher les clés de la voiture, » dit Margot, d'une voix plus forte. « Il y a un magasin d'antiquités rue Gioffredo. Si nous nous dépêchons, nous pourrons y arriver avant qu'il ne ferme. » Denise se leva à son tour, son épuisement antérieur semblant oublié face à cette nouvelle piste. « Allons-y. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Margot serra fort le sac à main bleu. La berline de Margot sortit de l'allée et entra dans la lumière dorée de la fin de l'après-midi. Elle tenait fermement le volant, tandis que Denise s'asseyait à côté d'elle, le sac à main bleu bien calé sur ses genoux. « Antiquité Geoffredo devrait être encore ouvert, » dit Margot en consultant sa montre. Monsieur Lambert s'est toujours bien renseigné sur les objets de collection. La circulation était modérée pendant qu'il traversait la ville, aucune des deux femmes ne parlant beaucoup. Le poids des découvertes de la journée pèse sur elle. D'abord la Cadillac écrasée de Jean, et maintenant ce sac à main qui ressemblait tant au bien le plus précieux de Lucie. « Tu penses vraiment que c'est le sac de Lucie ?» demanda Denise à voix basse, en traçant du bout du doigt la bordure blanche. Margot ne quitte pas la route des yeux. « Je ne sais plus quoi penser, maman. Si c'était celui de Lucie et que Rémi mentait, pourquoi l'a-t-il gardé toutes ces années ?» 20 minutes plus tard, il s'arrête sur le petit parking d'Antiquité Geoffredo, une modeste devanture coincée entre une boulangerie et une quincaillerie. Une cloche tinta lorsqu'ils poussèrent la porte, et une odeur de vieux livres et de cirage les enveloppa. La boutique est encombrée mais organisée avec des vitrines en verre contenant des bijoux et de petits objets de collection, tandis que des meubles plus imposants sont disposés dans l'espace ouvert. Un homme d'une soixantaine d'années se lève de derrière le comptoir et sourit en signe de reconnaissance. « Madame Dubois, Madame Leclerc » les salua-t-il. « Quelle agréable surprise. Que puis-je faire pour vous, mesdames, aujourd'hui ?» « Bonjour, monsieur Lambert, » répond Margot. « Nous espérions que vous pourriez nous renseigner sur ce sac à main. » Elle fait signe à Denise, qui pose le sac bleu sur le comptoir. Monsieur Lambert ajusta ses lunettes et le regarda. Pièce estingue, accessoire pour enfants, vers le début des années 1980, si je ne me trompe pas. Il la tourne dans ses mains. Mais ce n'est pas vraiment ma spécialité. J'appelle Philippe à l'arrière. Il est bien plus doué pour ce genre d'objet. Il disparaît par une porte à rideaux et revient un instant plus tard avec un homme plus jeune, d'une quarantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux lunettes cerclées de fils de fer. « C'est Philippe Giraud, » expliqua M. Lambert. « C'est notre spécialiste des jouets anciens et des objets de collection. Sa femme est une grande collectionneuse de Barbie, alors si quelqu'un peut identifier correctement cette pièce, c'est bien lui. Mesdames, Philippe vous salue d'un signe de tête. Voyons ce que vous avez apporté. » Il prit le sac à main et le porta jusqu'à une partie mieux éclairée du comptoir. D'une main exercée, il examina le tissu, les coutures et la quincaillerie du fermoir. Il l'ouvrit et vérifia l'intérieur, ses doigts traçant le long des coutures. « Puis-je vous demander ce que vous aimeriez savoir sur cet objet en particulier ?» demanda-t-il en regardant Margot et Denise. « Nous aimerions savoir s'il s'agit d'un produit original de Mattel, issu de la ligne d'accessoires Barbie en édition limitée du début des années 1980, expliqua Margot, et si possible, l'année exacte de sa production.
Philippe acquiesce et se concentre à nouveau sur le sac. Il sortit une boucle de bijoutier de sa poche et examina les coutures de plus près. La qualité du vinyle et le motif des coutures sont conformes aux normes de production de Mattel à cette époque. Il a précisé que la couleur bleue spécifique faisait partie de la collection Barbie World, si je me souviens bien. Il a poursuivi son examen en vérifiant la fermeture à glissière et la quincaillerie. La tirette de la fermeture éclair a la forme caractéristique de Mattel à cette époque. Il a pris son téléphone. J'appelle rapidement ma femme. Elle connaîtra des détails plus précis. Alors que Philippe s'éloigne pour téléphoner, Margot et Denise échangent un regard plein d'espoir. Il a l'air de penser que c'est authentique, chuchota Denise. Mais cela ne prouve pas que c'est celui de Lucie, avertit Margot. C'est juste qu'il est de la bonne époque. Philippe revint quelques minutes plus tard, posant son téléphone. Ma femme confirme qu'il s'agit très certainement d'un accessoire de la collection Barbie de Mattel, et plus précisément d'une édition limitée de 1983 à 1984. Cette nuance de bleu n'a été produite que pendant 8 mois. Il porte son attention sur l'étiquette blanche à l'intérieur du sac. C'est intéressant, dit-il en fronçant légèrement les sourcils. L'étiquette d'identification a été falsifiée. Trafiquée? Margot se rapproche. Philippe acquiesce et pointe l'étiquette avec un stylo. Tu vois comme le tissu est légèrement froncé sur les bords et cette décoloration ici? Il indiqua plusieurs points sur le petit ruban blanc. Il semble que quelqu'un ait délibérément effacé l'impression, probablement à l'aide d'un traitement thermique, sans doute un fer à repasser domestique. Il a tourné l'étiquette vers la lumière. On peut encore voir l'emplacement de l'encre. La chaleur a affaibli et essentiellement plastifié la surface de l'étiquette. Il n'y a plus d'odeur de polyester brûlé, mais les dommages sont caractéristiques de l'application de la chaleur. Il a montré le tissu environnant. La doublure autour de l'étiquette présente également de légers signes d'usure physique, ce qui correspond également à un traitement thermique. Quelqu'un a délibérément tenté d'effacer les informations d'identification imprimées ici. Le cœur de Margot bat la chamade. L'étiquette aurait-elle pu s'effacer naturellement avec le temps? Philippe secoue la tête. Non, c'est délibéré. La décoloration naturelle aurait affecté l'ensemble de l'étiquette de manière uniforme. Ici, les dommages sont concentrés à l'endroit où l'impression aurait été faite. Il leva les yeux vers eux avec curiosité. Si je peux me permettre, pourquoi ce sac est-il si important? Margot hésite, puis opte pour une vérité partielle. Il ressemble beaucoup à celui que ma fille avait il y a de nombreuses années. J'étais curieuse de savoir s'il pouvait s'agir du même modèle. Philippe acquiesce, apparemment satisfait de l'explication. Je peux vous dire en toute confiance qu'il s'agit d'un produit Mattel original de la gamme 1983-1984. Ma femme se fera un plaisir de vous donner plus de détails si vous voulez bien l'apporter quand elle sera là. Merci, dit Margot, la voix un peu hésitante. Vous avez été d'une aide précieuse. Philippe lui rendit le sac avec précaution. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir à ce sujet? Non, c'est tout ce dont nous avions besoin, répondit Denise en attrapant son sac à main. Qu'est-ce qu'on vous doit pour le temps que vous nous avez consacré? Philippe balaya la proposition d'un revers de main. Rien du tout, je suis toujours heureux d'aider à identifier une pièce ancienne. Il remercie les deux hommes et retourne à la voiture. Une fois à l'intérieur, les portes fermées, Denise se tourne vers Margot, l'air grave. Margot, quelqu'un a délibérément enlevé la pièce d'identité de ce sac, dit-elle à voix basse. Margot regarda le sac à main sur ses genoux, ses doigts traçant le contour de l'étiquette endommagée par la chaleur. Je sais, nous devons porter cette affaire à la police, dit Denise avec fermeté. Ils doivent connaître le lien entre Rémi, la voiture de Jean et ce sac. Margot acquiesce lentement. Margot hocha lentement la tête. Même si ce n'est pas celui de Lucie, même si la fille de Rémi l'a vraiment accepté d'un camarade de classe, la police doit savoir. Elle démarre la voiture, les mains plus sûres maintenant qu'elles ont un plan. Nous irons directement au commissariat. L'inspecteur Bernard devrait être encore là. Alors qu'elle sortait du parking, le sac à main bleu reposait entre elles. L'esprit de Margot se remplit de questions sur Rémi Charpentier et son lien avec la disparition de sa famille, des questions auxquelles elle espère que la police pourra enfin répondre.
Ils n'avaient parcouru que quelques rues depuis le magasin d'antiquités lorsque Margot remarqua que le témoin de freinage s'allumait sur le tableau de bord. La voiture se mit à trembler légèrement et elle fronça les sourcils. C'est étrange, murmura-t-elle en tapotant la pédale de frein à titre expérimental. La réponse est lente. Qu'est-ce qui ne va pas demanda Denise, levant les yeux du sac à main bleu qu'elle examinait. Je ne sais pas trop. Le feu stop s'est allumé. Margot appuie à nouveau sur la pédale et cette fois elle fonce presque jusqu'au plancher. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. La voiture commença à perdre de la puissance à l'approche d'une intersection. Margot fait rapidement signe et se range sur le bas-côté de la route avant que le véhicule ne soit complètement immobilisé. Elle se gara et coupa le contact, puis essaya de redémarrer. Le moteur crachote, mais ne s'emballe pas. Cela ne s'est jamais produit auparavant, dit Margot, confuse. Elle sortit de la voiture et se dirigea vers l'avant, ouvrant le capot. La vapeur ne sortait pas et rien ne semblait anormal à son œil non averti, mais elle savait que quelque chose de grave s'était produit. Devrions-nous appeler une dépanneuse demande Denise en rejoignant sa fille à l'avant de la voiture. Je suppose qu'il le faudra, répondit Margot en prenant son téléphone portable. Autant dire qu'elle n'avait pas l'intention de se rendre au commissariat ce soir. Alors qu'elle s'apprêtait à composer le numéro, une camionnette s'arrêta derrière elle. L'estomac de Margot se serra lorsqu'elle reconnut Rémi Charpentier qui descendait du côté conducteur. Un deuxième homme, plus grand et plus costaud, sortit de la portière du passager. Margot, Denise, appelle Rémi en s'approchant d'eux d'un air soucieux. Tout va bien? Je passais par là et j'ai vu que vous étiez arrêtés. Margot se force à sourire, mais un malaise lui monte à la nuque. Quelle coïncidence! Nous avons un problème de voiture. Le feu stop s'est allumé et la voiture a perdu de la puissance. Rémi et son ami s'approchent de l'avant de la voiture et regardent sous le capot. C'est mon copain Julien, dit Rémi en montrant l'autre homme. Il est plutôt doué pour les voitures. Julien les salue d'un signe de tête avant de se pencher pour examiner le moteur. Que s'est-il passé exactement? Margot répète les symptômes pendant que Julien examine les différents composants. Au bout de quelques minutes, il se redressa et s'essuya les mains sur son jean. On dirait que votre conduite de frein perd du liquide, dit-il, et il se peut que votre transmission soit également touchée. Ce n'est pas prudent de conduire dans cet état. Pouvez-vous le réparer ici? Demande Margot. Julien secoue la tête. Non, il faut des outils adéquats. Des pièces aussi. Probablement. Rémi s'avança. Où alliez-vous? On peut peut-être vous déposer. Nous allions au commissariat de police, en fait, dit Denise en serrant son sac à main. Le commissariat? Les sourcils de Rémi se haussent. Tout va bien? Oui, juste un suivi concernant la voiture de Jean, dit vaguement Margot, réticente à mentionner le sac à main. Eh bien, je peux appeler un remorqueur et faire amener votre voiture à la casse, proposa Rémi. Nous avons tous les outils nécessaires et je peux la réparer pour vous. C'est sans doute moins cher qu'un garage normal. C'est très gentil, commença Margot. Mais j'aimerais d'abord aller au commissariat, interrompit fermement Denise. On s'occupera de la voiture après. Rémi et Julien échangèrent un regard rapide que Margot faillit manquer. Maman, dit Margot en touchant le bras de Denise. C'est peut-être plus logique de s'occuper d'abord de la voiture. Nous pourrons toujours appeler l'inspecteur Bernard de la Casse si nécessaire. Margot a raison, dit Rémi avec douceur. Ce n'est pas la peine de laisser la voiture ici toute la nuit. Je vais appeler un camion de l'entreprise d'un ami et nous allons régler ça. Avant que l'une ou l'autre femme ne puisse protester davantage, Rémi a sorti son téléphone et a passé un appel. Ils seront là dans une dizaine de minutes, annonça-t-il après une brève conversation. Les minutes suivantes s'écoulèrent dans un silence gênant. Margot sentait la désapprobation de Denise rayonner à ses côtés et comprenait l'hostilité soudaine de sa mère à l'égard de Rémi. Oui, les coïncidences étaient troublantes, mais Rémi n'avait été que serviable depuis qu'ils s'étaient rencontrés, et peut-être qu'il pourrait expliquer le sac à la police, lui aussi. La dépanneuse arriva exactement au moment où Rémi l'avait prédit, arborant un logo différent. Le chauffeur, un homme costaud dont les tatouages couvrent les avant-bras, parle à peine pendant qu'il branche la voiture de Margot. « Tout est prêt », dit Rémi, lorsque la dépanneuse s'éloigne avec la berline de Margot.
Vous pouvez venir avec nous à la casse. Nous allons réparer cette voiture en un rien de temps. Margot et Denise hésitent près de la camionnette de Rémi. Denise s'attarda près du pare-choc arrière, ses yeux se rétrécirent en étudiant la plaque d'immatriculation. Tu viens appelle Rémi, qui s'est déjà installé sur le siège du conducteur avec son grand ami à ses côtés. Oui, bien sûr, répondit Margot en ouvrant la portière du passager. Denise est restée là, à regarder le numéro de la plaque. Maman appelle Margot. Avec une réticence visible, Denise se dirigea enfin vers le camion. En grimpant sur le siège arrière, elle chuchota très bas à l'oreille de Margot. Je n'aime pas cette idée. J'ai un mauvais pressentiment. Nous aurions dû appeler la police pour obtenir de l'aide. Margot tapote la main de sa mère d'un air rassurant, mais une lueur de doute s'est allumée dans son esprit. Pourquoi Rémi était-il apparu si opportunément au moment où leur voiture tombait en panne? Et pourquoi tenait-il tant à les emmener à la casse? En fait, Rémi, j'ai changé d'avis, dit-elle. Il serait plus utile que vous nous déposiez au commissariat de police au lieu de retourner à la casse. Bien sûr, dit Rémi. Pendant que Rémi naviguait dans les rues, Margot remarqua que Denise était recroquevillée sur le siège arrière, les mains cachées sur ses genoux. Elle se rendit compte que sa mère envoyait subrepticement des messages sur son téléphone en cachant l'écran. Après une quinzaine de minutes de route, Margot fronce les sourcils et regarde par la fenêtre ce qui l'entoure. Rémi, on ne dirait pas que c'est le chemin pour aller au commissariat. Je prends un court raccourci, répondit-il, sans croiser son regard dans le rétroviseur. Il y a moins de circulation par là. Julien, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se retourna sur son siège pour les regarder. Son expression s'est durcie, son amabilité a disparu. Rémi, dit Denise d'un ton sec, où nous emmenez-vous? Ce n'est pas le chemin. Les mains de Rémi se crispent sur le volant, ses jointures blanchissent. Changement de programme, dit-il, la voix soudain froide. Margot sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de répondre, Julien passe la main sous son siège et en sort une petite arme de poing à laquelle est attaché ce qui semble être un silencieux. Il sortit également 2 jeux de menottes. Mettez-les, ordonna-t-il en tendant les menottes à Margot et à Denise. Toutes les 2. Maintenant. Margot regarde l'arme avec stupeur. Rémi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Mettez les menottes, répète Julien, d'une voix plus dure cette fois. Devant leur hésitation, il s'écrie soudain. Maintenant, mettez-les ou je tire. Son agressivité soudaine est terrifiante et les 2 femmes sursautent. Les mains tremblantes, Margot prit les menottes en métal froid et en passa une extrémité autour de son poignet droit, puis l'autre autour de son poignet gauche. À côté d'elle, Denise fait de même. Julien se penche à nouveau et vérifie grossièrement que les menottes sont bien en place. Satisfait, il sort 2 mouchoirs de sa poche, les met en boule et en enfonce un dans la bouche de Margot, puis dans celle de Denise. Ce sac bleu, dit Julien en s'approchant et en le prenant sur les genoux de Denise. Il n'est plus à toi. Il a poussé les 2 femmes brutalement, forçant Margot à s'asseoir sur le plancher de la banquette arrière, tandis que Denise était poussée sur le côté de la banquette arrière. Les yeux de Rémi rencontrèrent ceux de Margot dans le rétroviseur, tout semblant d'amabilité ayant disparu. « Taisez-vous, dit-il froidement, ou vous ne verrez plus jamais la lumière du jour. » Alors que le camion continuait à rouler sur la route de plus en plus rurale, l'esprit de Margot était en proie à la terreur. Le sac à main bleu était suffisamment important pour que Rémi soit prêt à les kidnapper pour lui. Quel que soit le lien avec Lucie et Jean, Rémi voulait à tout prix cacher cette information. Malgré sa peur, Margot croise le regard de Denise. L'expression de sa mère transmet un message clair. J'ai envoyé un message à quelqu'un. Il y a de l'espoir. Rémi fit tourner le camion sur un étroit chemin de terre, les arbres se refermant autour d'eux alors qu'ils laissaient la civilisation derrière eux. Margot ferma brièvement les yeux, priant pour que la personne que Denise avait contactée les trouve avant qu'il ne soit trop tard. Le chemin de terre serpentait à travers des cèdres denses sur plusieurs kilomètres avant de déboucher sur une clairière. Dans la lumière déclinante du début de soirée, Margot pouvait distinguer une ferme délabrée dont la peinture blanche s'écaillait et dont le porche s'affaissait. À proximité se trouvait un camping-car abîmé.
dont l'extérieur, autrefois blanc, était désormais d'un gris terne. Aucun autre véhicule n'est visible et la propriété semble isolée des fermes voisines. Rémi gara le camion à une cinquantaine de mètres de la maison et coupa le moteur. Julien garde son arme braquée sur Margot et Denise pendant que Rémi fait le tour de la maison pour ouvrir la porte arrière. Sortez, ordonna-t-il en tirant brutalement Margot du plancher de la camionnette. Denise suivit, les jambes instables après avoir été à l'étroit sur le siège arrière, les mains menottées devant elle et les bâillons toujours dans la bouche. Les femmes sont impuissantes, tandis que Rémi et Julien les dirigent vers la ferme. En passant devant la caravane, Margot remarqua qu'elle se balançait sensiblement, comme si quelqu'un à l'intérieur bougeait violemment. Rémi poussa Julien en ricanant. On dirait que le patron s'amuse bien là-dedans, dit-il en faisant un signe de tête vers la caravane qui tremble. Julien rit. Ouais, on devrait attendre qu'il ait fini avant de lui donner une nouvelle migraine à gérer. Il pousse Margot en avant. Ces deux femmes vont poser des problèmes. Ils continuèrent vers la ferme, grimpant les marches grinçantes jusqu'au porche. Rémi poussa la porte d'entrée, révélant un intérieur sombre qui sentait la moisissure et la fumée de cigarettes. Ils furent guidés à travers un salon encombré et un couloir jusqu'à ce qui semblait être un bureau. Un bureau avec un vieil ordinateur et un téléphone trônaient dans un coin, tandis que des classeurs s'alignaient sur le mur opposé. Un homme âgé aux cheveux grisonnants était assis sur une chaise près de la fenêtre et lisait un journal. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, son visage usé par le temps étant inexpressif. « Surveillez ces deux-là », lui dit Rémi, tandis que Julien enlève les bâillons de la bouche de Margot et de Denise. « Nous allons manger quelque chose avant que le patron n'ait fini. » Le plus âgé acquiesce et met son journal de côté. « Ne parlez pas aux prisonniers », ajouta Julien d'un ton sec. Comme d'habitude. Rémi sortit une chaîne qu'il utilisa pour attacher les menottes de Margot et Denise à un lourd radiateur métallique dans le coin de la pièce. Homer, après s'être assuré qu'elle ne pouvait pas s'échapper, Julien et lui quittèrent les lieux en refermant la porte derrière eux. Dès qu'elles se sont retrouvées seules avec le vieil homme, Margot s'est mise à plaider. « S'il vous plaît, aidez-nous. » « Nous n'avons rien fait de mal. Ma fille est inspecteur de police, » ajouta Denise désespérément. « Elle nous retrouvera. Si vous nous aidez maintenant, ils seront plus cléments avec vous. » Le vieil homme resta silencieux, reprenant son journal, mais sans le lire. « S'il vous plaît, » continua Margot, la voix fêlée. « Nous essayons simplement de retrouver ma fille et mon mari. Ils ont disparu il y a 16 ans. Pendant plusieurs minutes, elles ont continué à appeler, à demander de l'aide, à expliquer leur situation. Le vieil homme les ignore, jetant de temps à autre un coup d'œil vers la porte, comme s'il craignait que quelqu'un ne l'entende. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, la porte s'est ouverte. Le vieil homme se leva rapidement, l'air alarmé, mais ce n'était que lui qui revenait dans la pièce. Il s'approcha d'eux d'un air sévère. « Taisez-vous, » siffla-t-il durement, « ou ils vous feront du mal. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. »« S'il vous plaît, » dit Denise d'une voix plus douce. « Je suis Denise Leclerc, et voici ma fille, Margot Dubois. Nous recherchons ma petite fille, Lucie Dubois. Elle n'avait que 8 ans lorsqu'elle a disparu avec son père il y a 16 ans. Si elle est ici, faites-le nous savoir. » Le vieil homme les étudie d'un regard dur, son expression est indéchiffrable. Puis il jeta un coup d'œil vers le couloir, à l'affût de tout signe de retour de Rémi ou de Julien. Apparemment convaincu qu'ils étaient seuls, son visage s'adoucit presque imperceptiblement. « Il l'appelle Sophie ici, » dit-il, sa voix dépassant à peine un murmure. « Mais je savais qu'elle s'appelait Lucie, parce que c'est ainsi qu'on l'appelait avant qu'elle ne change de nom, il y a 4 ans. » Margot sursaute, ses genoux manquent de se dérober. « Elle est ici. Ma Lucie est ici. » Le vieil homme acquiesça sèchement. « Parlez moins fort, » l'avertit-il. « Aidez-nous, s'il vous plaît, » supplia Margot, des larmes coulant sur son visage. « Vous n'avez pas l'air comme ces gens-là. Je vois que vous êtes un homme bon. Je peux être un homme mort pour avoir été un homme bon, maintenant, » répondit-il sinistrement. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. »« Nos années sont courtes de toute façon, monsieur, » dit Denise d'une voix douce mais pressante. « Bientôt, nous allons mourir et vivre dans un monde différent en fonction de nos actes. »
Aidez-nous, s'il vous plaît. L'homme semblait se débattre avec lui-même, le conflit étant évident sur son visage marqué. Puis ils entendirent des pas dans le couloir et Denise murmura « S'il vous plaît, encore une fois ». Le vieil homme expira lourdement, comme s'il prenait une décision capitale. Je fais ça pour Sophie, marmonna-t-il en sortant un téléphone portable de sa poche. Les doigts tremblants, il composa rapidement le 17, chuchota l'emplacement de la ferme et raccrocha, glissant le téléphone dans sa poche au moment où la porte s'ouvrait. 3 hommes entrent dans la pièce. Rémi, Julien et un grand homme musclé vêtu uniquement d'un débardeur blanc sale et d'un caleçon. Ses jambes nues sont couvertes de poils drusses et ses bras portent des tatouages délavés. Margot se sentit mal à l'aise rien qu'en le regardant, surtout lorsqu'elle réalisa qu'il devait s'agir du patron dont Rémi avait parlé. « Qu'est-ce que tu fais ici, Michel ?» demanda le patron d'une voix rauque et profonde. « Vous n'êtes pas censé être avec les prisonniers. » Le plus âgé, Michel, recula d'un pas, le visage soudain craintif. « Ces femmes étaient bruyantes, mon frère. Je leur disais juste de se taire. C'est tout. » Le patron l'étudie avec méfiance, ses yeux se rétrécissent. « Fouillez-le, ordonne-t-il à Rémi et Julien. Si vous trouvez quelque chose, occupez-vous de lui. » Il fixe Rémi d'un regard significatif. « Vous pouvez le faire ?» Rémi acquiesce sans hésiter. « Oui, patron. » Rémi et Michel quittèrent la pièce, laissant Margot et Denise seuls avec Julien et le patron. Le grand homme s'approcha lentement d'elle, ses yeux parcourant leur corps d'une manière qui donna des frissons à Margot. « Alors, dit-il, sa voix est chargée de quelque chose qui retourne l'estomac de Margot. Rémi m'a dit que vous étiez là pour Sophie. » Il tendit la main et toucha les cheveux de Margot, puis se pencha pour les sentir. « J'aime aussi les femmes plus âgées, pas seulement les jeunes. » Margot s'est écartée de son contact, ses menottes cliquetant contre le radiateur. « Rendez-la nous, exigea-t-elle, rassemblant un courage qu'elle ne soupçonnait pas. Le patron rit, d'un rire profond et déstabilisant. « C'est impossible, mais je vais vous dire ce que je peux faire. » Il se tourne vers Julien. « Faites-les entrer. » Julien acquiesça et quitta la pièce, revenant quelques instants plus tard avec 3 femmes. Elles semblaient avoir une vingtaine d'années, toutes avec une corpulence similaire et de longs cheveux bruns. Elles se tenaient debout, la tête baissée, ne regardant personne dans les yeux. « Voici le jeu, » annonce le patron qui s'amuse visiblement. « Choisissez celle qui est Sophie. Aucune discussion n'est possible. Vous devez pointer tous les deux en même temps, et si vous y arrivez tous les deux, je vous laisserai la voir. Juste la voir, bien sûr. » Il sourit, dévoilant des dents jaunies. Margot et Denise étudièrent désespérément les 3 femmes. Elles avaient toutes la même couleur de cheveux que Lucie, mais c'étaient des femmes adultes, et non plus la fillette de 8 ans que Margot avait vue la dernière fois. Margot chercha sur leur visage le moindre indice de la fille qu'elle avait perdue, le moindre écho de l'enfant qu'elle avait élevé. L'une d'entre elles, légèrement à gauche, avait une petite cicatrice près du sourcil droit, comme celle que Lucie s'était faite en tombant de vélo à l'âge de 6 ans. Le cœur de Margot bat la chamade dans sa poitrine et elle lève ses mains menottées pour pointer du doigt. « 1, 2, 3, point !» crie la patronne. Margot et Denise désignent toutes deux la même femme, celle qui a une petite cicatrice. Le rire du patron emplit la pièce. « Eh bien, je vais être damné. Les familles sont vraiment capables de se distinguer les unes des autres, n'est-ce pas ?» Il fait un geste vers les 2 autres femmes. « Amenez ces 2-là. » Julien raccompagne les autres femmes, laissant dans la pièce la patronne Margot Denise et la femme qu'ils ont identifiée comme étant Lucie Sophie. « Lucie, » chuchote Margot, la voix brisée. « Chérie, c'est bien toi ?» La jeune femme ne répond pas et ne lève même pas les yeux. Son expression est restée vide, son regard lointain, comme si elle s'était repliée au fond d'elle-même. « Maintenant, c'est le moment de s'amuser, » dit le patron en baissant la voix sur un ton menaçant. « Sophie, déshabille-toi. » Margot et Denise sursautèrent d'horreur. « Non, » s'écria Margot. « S'il vous plaît, ne lui faites pas ça. »« Laissez-la tranquille, » ajouta Denise, la voix tremblante de colère et de peur. Le patron les ignore et se concentre sur Sophie. « J'ai dit de la déshabiller maintenant. » À la grande horreur de Margot, Sophie commença à s'exécuter, ses mouvements étant mécaniques et son expression toujours aussi vide. Elle ne montre aucune émotion, aucune résistance, comme si elle avait déjà pratiqué cet acte un nombre incalculable de fois.
C'est ça, encourage le patron, puis il lève soudain la main. Attendez, j'ai une meilleure idée. Il se tourna vers Margot avec un sourire cruel. Plus de saveur, ce serait bien. Il s'approcha de Margot et déverrouilla la chaîne du radiateur, tout en lui laissant ses menottes. L'attrapant brutalement par le bras, il la traîna jusqu'au centre de la pièce, la plaçant entre Denise et Sophie. J'aime aussi les femmes plus âgées, répéta-t-il en passant un doigt épais sur la joue de Margot. Sophie, déshabille-la pour moi. Non, souffle Margot en regardant désespérément la jeune femme. Lucie, je suis ta mère. Je t'en prie. Sophie hésita. Quelque chose clignota brièvement dans ses yeux, mais son visage resta inexpressif et elle fit un pas vers Margot. Margot tenta de reculer, mais la patronne la maintint fermement en place. J'aime jouer avec mes proies avant de les consommer, dit-il en riant, tandis que Margot se débattait contre son emprise. D'un geste brusque et violent, il déchire le chemisier de Margot au niveau de l'épaule, dévoilant sa peau. Margot poussa un cri, plus de terreur que de douleur, tandis que les mains du patron commençaient à parcourir son corps. Soudain, la porte s'ouvre et Rémi entre en trombe. Le visage blême. Patron, la police est dehors. Le patron se figea, son expression passant en un instant de la luxure à la fureur. Il écarte Margot et saisit le bras de Sophie. Comment diable nous ont-ils trouvés? Ils ont encerclé l'endroit, rapporta Rémi, la voix serrée par la peur. Le patron jura violemment, puis se tourna vers Rémi. Et ces deux-là, vite, ordonna-t-il en désignant Margot et Denise. Nous nous échapperons par l'arrière. Rémi hésite. Il n'y a pas d'issue, patron, ils ont bouclé tout le périmètre. Furieux, le patron saisit l'arme à la ceinture de Rémi. Alors je vais le faire moi-même, grogne-t-il en pointant l'arme sur Margot, figée au milieu de la pièce. Avant qu'il n'ait pu appuyer sur la gâchette, Michel surgit par l'embrasure de la porte et bondit devant Margot. Deux coups de feu retentirent en succession rapide et Michel s'effondra sur le sol, du sang s'étalant sur sa chemise. Le patron essaya de tirer à nouveau, mais le pistolet s'enclencha vide. « Merde !» rugit-il en jetant l'arme de côté. « Donnez-m'en une autre. » Avant que quiconque ne puisse bouger, le bruit du bois qui éclate résonne dans la ferme, suivi des cris de « Police !»« Déposez vos armes, police ! Déposez vos armes !» Quelques secondes, des officiers armés envahissent la pièce, leurs armes braquées sur Rémi, Julien et le patron. Julien lève immédiatement les mains en signe de reddition, tout comme Rémi. Le patron, lui, s'élance vers l'officier le plus proche. Un coup de feu retentit et le patron recule en titubant, se serrant la cuisse à l'endroit où la balle l'a atteint. Au lieu de tomber, il rit. Un son maniaque qui fait froid dans le dos. « Vous savez combien de balles j'ai prises dans ma vie ?» railla-t-il, le sang suintant entre ses doigts. Un autre policier a tiré, l'atteignant à l'épaule. Cette fois, le patron tombe à genoux, le visage déformé par la douleur, mais toujours défiant. Tandis que les agents sécurisent la scène en menottant les trois hommes, les ambulanciers se précipitent au chevet de Michel. Margot, libérée de ses menottes par une policière, se rend immédiatement auprès de Sophie, qui reste immobile dans le chaos, le regard vide. Lucie, chuchote Margot en tendant la main pour toucher le visage de sa fille. « C'est moi, c'est maman. » Il n'y eut aucune réponse, aucune reconnaissance dans ses yeux vides. Les horreurs que Lucie avait subies au cours des 16 dernières années avaient laissé de profondes cicatrices, qui n'étaient pas toutes visibles. Denise, elle aussi libérée de ses liens, les rejoint. Des larmes coulent son visage en regardant sa petite fille. « Nous l'avons retrouvée, Margot », sanglote-t-elle. « Nous l'avons enfin trouvée. » Tandis que les ambulanciers s'efforçaient de stabiliser Michel et que les policiers emmenaient les criminels menottés, Margot serra sa fille contre elle en silence, jurant que, quoi qu'il en coûte, quel que soit le temps nécessaire, elle aiderait Lucie à retrouver le chemin de l'obscurité qui l'avait emportée. Les gyrophares des voitures de police et des ambulances illuminent la propriété de la ferme en alternant le rouge et le bleu. Les officiers ont envahi la zone, sécurisant les lieux et rassemblant les preuves, pendant que les ambulanciers s'occupaient des blessés et des traumatisés. Margot regarde hébété Rémi, Julien et l'homme qu'ils appellent le patron sortir de la ferme, menottes au poignet. Rémi gardait la tête baissée, évitant tout contact visuel avec qui que ce soit, tandis que Julien regardait droit devant lui, le visage inexpressif. Le patron, malgré ses blessures par balle,
continue de sourire et de rire, tandis que les officiers le poussent dans une voiture de police. Madame, il faut vous faire examiner, dit doucement une ambulancière en guidant Margot vers l'une des ambulances. Denise était déjà assise sur le pare-choc d'une autre ambulance, une couverture enroulée autour de ses épaules, tandis qu'un infirmier examinait les éraflures causées par les menottes sur ses poignets. Margot se laisse guider, sans quitter des yeux Sophie Lucie, qui est prise en charge par un autre secouriste. On l'avait enveloppée dans une épaisse couverture et elle était assise sur un brancard, immobile, le regard perdu dans le vide. Vous avez une petite lacération à l'épaule, dit l'ambulancier à Margot en nettoyant l'endroit où le patron a déchiré son chemisier. Il n'y a pas besoin de point de suture, mais il faut faire un pansement pour éviter l'infection. Margot l'a à peine entendu. Ma fille, dit-elle de sa voix, va-t-elle bien? L'ambulancier a suivi son regard. Physiquement, elle ne semble pas blessée, dit-elle prudemment. Mais elle ne répond pas aux questions. Le médecin voudra évaluer son traumatisme psychologique quand nous arriverons à l'hôpital. Margot hocha la tête d'un air engourdi, tandis que l'ambulancier appliquait un bandage sur son épaule et l'enveloppait d'une couverture. De l'autre côté de la cour, Denise avait fini d'être examinée et se dirigeait vers eux, le visage tiré par l'épuisement, mais les yeux alertes. « Comment va-t-elle » demanda Denise en faisant un signe de tête vers Lucie. Sous le choc, Margot répond, la voix brisée. « Elle ne nous reconnaît pas, maman. » « Laisse-lui le temps, » dit Denise en serrant le bras de Margot. Elle a traversé tant d'épreuves. Une agitation près de la ferme attira leur attention. Les secouristes se précipitaient sur un brancard en direction d'une ambulance. Michel, l'homme plus âgé qui avait sauvé la vie de Margot. Sa poitrine est couverte de bandages imbibés de sang. L'un d'eux tenait une poche de perfusion au-dessus de lui. « Nous devons partir immédiatement, » dit l'un des ambulanciers. « Il a perdu beaucoup de sang. Nous devons extraire les balles. » Alors qu'il charge Michel dans l'ambulance, un jeune officier s'approche de Margot et Denise. « Les médecins veulent transporter votre fille à l'hôpital immédiatement, » explique-t-il. « Elle doit être examinée par des spécialistes. Ils vous ont conseillé de vous faire examiner plus en détail également. » « Bien sûr, » dit Margot, les yeux toujours rivés sur l'ambulance de Michel lorsque les portes se referment. « Cet homme, Michel, m'a sauvé la vie. Est-ce qu'il va s'en sortir ?» L'expression du policier est soigneusement neutre. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour lui. Il est conscient et fort. Selon les médecins, alors qu'il se dirigeait vers l'ambulance où Lucie attendait, un autre secouriste s'est approché d'eux. Avant de partir, dit-il, j'ai pensé qu'il fallait que vous sachiez. Michel a pu nous dire quelques mots pendant que nous le soignions. Il nous a dit qu'il s'appelait Michel Charpentier et que Rémi Charpentier était son fils. Margot s'arrêta dans son élan. Son fils. L'ambulancier acquiesce. Il dit aussi que Rémi travaille pour Charles Duval, le grand type en bardeur. Apparemment, Duval est le demi-frère de Michel. Denise secoue la tête, incrédule. Ce pauvre homme, son propre fils, l'avait abandonné pour un monstre. Nous devons partir maintenant, dit l'ambulancier en les guidant vers l'ambulance. Les inspecteurs vous parleront à l'hôpital. Margot et Denise montèrent dans l'ambulance à côté de Lucie, qui restait immobile et sans réaction, les yeux fixés sur un point lointain. Lorsque les portes se sont refermées et que le véhicule s'est mis en marche, Margot a tendu timidement la main vers celle de sa fille. « Lucie, » murmura-t-elle, « nous sommes ici maintenant. Tu es en sécurité. » Il n'y eut pas de réponse, pas même une lueur de reconnaissance dans ses yeux vides. Margot échangea un regard inquiet avec Denise, qui lui serra l'épaule pour la soutenir. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est déroulé dans un flou de sirènes et de lumière. À l'arrivée, elles sont séparées. Lucie est emmenée dans une salle de soins pour être évaluée, tandis que Margot et Denise sont dirigées vers une autre zone pour des examens plus approfondis. Lorsque les médecins les ont enfin autorisées, elles ont été conduites dans une salle de consultation calme pour attendre. Margot s'enfonce dans un fauteuil, les événements de la journée la rattrapant d'un seul coup. « Je n'arrive pas à croire que nous l'ayons trouvé, » dit-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. « Après toutes ces années. »« Je sais, » répondit Denise en s'asseyant à côté d'elle. « C'est comme un miracle, mais elle a tellement souffert, Margot, cet homme horrible. »
Margot ferma les yeux, essayant de chasser les images de ce qu'elles avaient vu à la ferme. Elles restèrent assises en silence pendant plusieurs minutes, chacune perdue dans ses pensées, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'un inspecteur Bernard entre. Madame Dubois, Madame Leclerc, je suis heureux de voir que vous allez bien. Cette journée a été choquante pour toutes les personnes impliquées. Avez-vous parlé à ma fille demanda aussitôt Margot. L'inspecteur Bernard secoue la tête. Les médecins sont encore en train de l'examiner. Elle est physiquement indemne, mais ils s'inquiètent de son état psychologique. Et Michel demande Denise. L'homme qui nous a sauvés. Il est au bloc opératoire, répond le détective. Les médecins sont optimistes. Les balles ont manqué des organes vitaux. Et les hommes qui nous ont enlevés demanda Margot, sa voix se durcissant. Rémy et Charles Duval, c'est ça? L'inspecteur Bernard acquiesce. Ils sont tous les trois en garde à vue. Nous avons conservé le sac à main bleu comme pièce à conviction et nous enquêtons sur le propriétaire de la casse pour voir s'il a un lien avec les activités de Rémy. Rémy ou Julien vous ont-ils dit quelque chose? Denise a insisté auprès de Jean et Lucie sur ce qui s'est passé il y a 16 ans. Nous sommes encore en train de tout reconstituer, dit prudemment l'inspecteur Bernard, mais nous avons immédiatement reconnu Charles Duval quand nous l'avons vu. C'est un tueur en série recherché qui échappe à toute capture depuis des décennies. Il va d'un endroit à l'autre sous différents pseudonymes, manipulant les gens et leur faisant du mal pour son propre plaisir. Elle a hésité. Elle a hésité. Il garde souvent des jeunes femmes et des jeunes filles, les contrôlant par l'intimidation et l'abus avant qu'il ne les tue. Margot se sentait physiquement malade à l'idée que sa fille ait été entre les mains de ce monstre pendant 16 ans. Comment Charles a-t-il rencontré Jean et Lucie demande-t-elle, redoutant la réponse, mais ayant besoin de savoir. Rémy s'est montré coopératif depuis son arrestation. Il a dit que son heure était enfin venue. Il pensait presque qu'ils étaient invisibles. L'inspecteur Moreau a expliqué. Il nous a dit qu'il avait 10 ans quand c'est arrivé. Il était avec Charles, son oncle par alliance qu'il idolâtrait. Charles se présentait comme une figure masculine forte, contrairement au père de Rémy, Michel, que Rémy considérait comme faible et pauvre. L'enquêtrice marque une pause, vérifiant ses notes. Selon Rémy, ils étaient près de Saint-Paul-de-Vence lorsqu'ils ont vu la Cadillac de votre mari. Ils se sont fait passer pour des autostoppeurs ayant besoin d'aide. Jean s'est arrêté et leur a proposé de les emmener, et Charles a prétendu que Rémy était son fils et qu'il ne se sentait pas bien. Jean les a même hébergés dans une chambre voisine de leur motel à Vence. Margot porte une main à sa bouche, les larmes aux yeux. C'est exactement ce que Jean aurait fait, toujours prêt à aider les autres, toujours confiant. Cette nuit-là, l'inspecteur Moreau poursuit son travail en douceur. Charles a drogué le verre de Jean après qu'ils aient passé la soirée dans un restaurant local. Une fois Lucie endormie, il étrangle Jean dans la salle de bain du motel. Denise pousse un petit cri d'angoisse et Margot lui tend la main en la serrant fortement. Pendant que l'inspecteur poursuit son enquête, Charles met en scène le départ volontaire de Jean. Il emmène Lucie en lui disant que son père est blessé et qu'il a été transporté à l'hôpital. Ils sont partis dans un véhicule que Charles avait caché à proximité. Au fil du temps, il a manipulé Lucie en lui faisant croire que sa mère était partie elle aussi. Avec de faux documents et en déménageant constamment, il l'a cachée, changeant son nom en Sophie. Et le corps de mon mari demande Margot, la voix à peine audible. Rémy et son ami ont avoué être restés pour nettoyer. Ils ont veillé à ce qu'il n'y ait aucune trace. Charles s'est débarrassé du corps de Jean dans un gouffre calcaire et a conduit la Cadillac profondément dans une zone boisée où elle est restée cachée jusqu'à récemment. Alors comment s'est-elle retrouvée à la casse la semaine dernière demande Denise. Rémy l'a apportée, explique l'inspecteur Moreau. Il savait où elle avait été abandonnée pendant tout ce temps. Avec l'influence de Charles, il a décidé de l'amener à la casse pour la détruire, espérant ainsi effacer tout lien avec son oncle. Il pensait que 16 ans, c'était assez long pour que personne ne fasse le lien. Margot est restée assise dans un silence stupéfait, essayant d'assimiler tout ce qu'elle venait d'apprendre. Son mari avait été assassiné dès la première nuit, tandis que sa fille avait enduré 16 ans de captivité et de mauvais traitements.
Nous allons essayer de localiser les restes de votre mari, dit doucement l'inspecteur Moreau en se basant sur les informations de Rémi concernant l'endroit. Avant que Margot ne puisse répondre, la porte s'ouvre et un médecin entre. Madame Dubois? Madame Leclerc? Votre fille a été transférée dans une chambre privée. Elle ne parle toujours pas, mais son état est stable. Je pense que votre présence auprès d'elle sera bénéfique. Ils suivent le médecin dans les couloirs de l'hôpital jusqu'à une chambre calme où Lucie est allongée dans un lit, le regard perdu dans le vide. Elle avait l'air si petite et si fragile malgré son âge adulte. Margot s'approcha lentement du lit, Denise juste derrière elle. « Lucie, dit-elle doucement en prenant la main de sa fille, c'est maman et grand-mère Denise est là aussi. » Pendant de longs moments, il n'y a pas eu de réponse. Margot continua à parler doucement, disant à Lucie qu'elle était en sécurité maintenant, que Charles et Rémi avaient été attrapés, qu'ils ne laisseraient plus jamais personne lui faire du mal. Les minutes s'étirèrent en 1 heure, Margot et Denise se relayant pour parler à Lucie, évoquer les bons souvenirs de son enfance, l'assurer de leur amour. Et puis, au moment où Margot commence à perdre espoir, les lèvres de Lucie s'entr'ouvrent. « Je suis désolée d'avoir été si brisée, » murmure-t-elle, la voix éraillée par la fatigue. Les larmes montent aux yeux de Margot. « Ce n'est pas ta faute, ma chérie, dit-elle, la voix brisée. Rien de tout cela n'était ta faute. Nous sommes ensemble maintenant. C'est tout ce qui compte. Papa me manque, dit Lucie, une seule larme glissant sur sa joue. Quelque chose dans sa voix, dans la façon dont elle dit « papa », rappelle douloureusement à Margot la petite fille de 8 ans qui était partie lors de ce voyage fatidique. Bien que Lucie ait 24 ans aujourd'hui, une partie d'elle semble piégée dans ce moment, figée dans le temps. « Je sais, ma chérie, dit Margot en caressant les cheveux de sa fille. Il m'a manqué aussi. » Une infirmière est apparue dans l'embrasure de la porte. « Excusez-moi, mais Monsieur Charpentier demande à vous voir. Il est dans la chambre voisine. » Margot hésita, ne voulant pas quitter Lucie, mais Denise lui toucha le bras. « Je vais rester avec elle. Toi, tu y vas. » Margot suivit l'infirmière jusqu'à la chambre voisine où Michel Charpentier était allongé dans un lit d'hôpital, la poitrine lourdement bandée. Il était pâle et faible, mais ses yeux étaient alertes. « Madame Dubois, dit-il, sa voix dépassant à peine un murmure. Je voulais m'excuser pour mon fils et pour moi-même, pour être resté silencieux toutes ces années. Margot s'est approchée de son chevet. « Vous m'avez sauvé la vie, dit-elle simplement. Sans votre courage, nous serions encore dans cette ferme. » Nous n'aurions peut-être jamais retrouvé Lucie. Michel ferma brièvement les yeux. Mon fils, il a toujours détesté les hommes doux et gentils. Il y voyait de la faiblesse. Alors, quand il faisait de l'autostop, dit Margot lentement, la compréhension commençant à poindre, il faisait semblant d'avoir besoin d'aide, et mon mari les aidait. Il le voyait comme une proie convenable, parce qu'il était gentil. Michel acquiesça faiblement. « J'espère qu'un jour tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner. » Margot lui a tendu la main et l'a serrée doucement. « Tu as risqué ta vie pour nous sauver. Il n'y a rien à pardonner. » Laissant Michel se reposer, Margot retourne dans la chambre de Lucie. Sa fille s'est endormie, le visage apaisé pour la première fois depuis qu'ils l'ont trouvée. Denise, assise à côté du lit, veille sur sa petite fille, les larmes aux yeux. Margot a pris la chaise de l'autre côté du lit et a tendu la main à Lucie. Après 16 ans de recherche, d'espoir contre toute attente, ils l'ont retrouvée. Le chemin de la guérison sera long et difficile, mais ils le parcourront ensemble, un jour à la fois. En regardant sa fille dormir, Margot remercia silencieusement les forces qui les avaient conduits à cette casse aujourd'hui, à la Cadillac rouge écrasée et au sac à main bleu qui avait finalement ramené sa fille à la maison.